Merci à toutes et à tous. Et merci, Madame la Vice-Présidente, pour ces mots d'accueil. Vraiment, votre région est tellement belle, donc j'y passe peu de temps là aujourd'hui, je le regrette beaucoup, mais j'y étais la semaine dernière et j'en profite dès que possible. C'est effectivement un vrai grand plaisir de pouvoir intervenir dans ce forum du numérique aujourd'hui, de le clôturer d'une certaine façon par le discours qu'on m'a demandé de tenir et peut-être en réalité ouvrir surtout sur ce qui se passe après, notamment dans l'univers des entreprises et des entreprises de la région. Alors vous avez parlé tout à l'heure de ce contexte dans lequel nous sommes. Vous avez dit nous avons des grands défis. Nous avons ce défi de la digitalisation de l'entreprise. Si vous me permettez, peut-être donc il s'agit de clôturer et peut-être de regarder dans quel environnement nous sommes aujourd'hui. Je rajouterais peut-être les deux grands défis, peut-être les plus importants aujourd'hui qu'en matière économique on est à relever. C'est celui qui a été mis peut-être sous le feu des projecteurs en début de cette semaine par les rapports des scientifiques français disant 6-7 degrés en plus à l'horizon 2100. Vous savez qu'on est dans une logique depuis la COP21 où on disait on doit baisser de 1 degré, 2 degrés du point de vue mondial pour répondre au dérèglement climatique. Et là, évidemment, on nous dit l'inverse. On nous dit non seulement on n'y arrive pas, mais même on est dans une augmentation de la température. C'est un scénario possible, c'est un scénario du pire. Bien entendu, on doit l'entendre. Et je dirais dans le monde de l'entreprise, on doit l'entendre parce que de toute façon, les jeunes générations, pour tous ceux qui ont des adolescents à la maison, ils savent que quand ils vont revenir, ils auront une petite Greta Thunberg en train de leur parler. Je vous rappelle, Greta Thunberg, c'est la jeune activiste de 16 ans, suédoise, mais que toute la jeune génération écoute et relaie dans les familles, dans les écoles et les universités aussi, et du point de vue politique également. Donc là, nous avons un défi absolument gigantesque. Et lorsque Greta Thunberg est venue à Paris, à l'Assemblée nationale, elle a dit « il faut changer de modèle ». Alors on a beaucoup glosé sur la façon dont elle parlait, où prenait-elle ses idées, etc. Mais au fond, Madame la Vice-Présidente, vous venez de dire la même chose. Il faut changer de modèle. Parce qu'en effet, lorsqu'on parle du dérèglement climatique, on dit quoi? On dit « le modèle économique mondial ne marche pas ». Alors évidemment, quand on dit ça, le modèle économique mondial ne marche pas, on va dire, mais enfin, comment ça se fait qu'on s'en rende compte maintenant? Ce modèle économique mondial, il date, grosso modo, de l'après-guerre, 45, 50, c'est là que le modèle économique mondial d'aujourd'hui commence. Et pendant 50 ans, personne considérait qu'il ne marchait pas. Et même à la limite, tout le monde considérait qu'il marchait tellement bien qu'à partir de 1989, la fin de la guerre froide, à partir de 1989, le début du développement chinois, on va dire, après les événements de Tiananmen, tout le monde a voulu être dans le même modèle économique mondial. Alors comment on peut dire en 2019 qu'il ne marche pas, alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, on disait c'est le modèle génial de développement dans lequel le monde entier doit aller. Parce qu'en fait, on a un deuxième défi qui corrobore la problématique climatique. C'est la question de la démographie. Quand on est en train de parler de la problématique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au XXIe siècle, c'est l'augmentation de la population humaine. Donc, grosso modo, dans les jours là, alors je ne peux pas vous le dire avec certitude parce qu'on a un peu de mal sur ces statistiques démographiques, dans les jours autour du mois de septembre-octobre, la population humaine va passer tous les 7 milliards, 777 millions, 777 777 humains sur Terre. Dès qu'on le passe, on est 8, 9, 10, on continue à monter. On prend, grosso modo, à peu près 50, 60, 70 millions d'humains en plus tous les ans. Donc ça veut dire que l'objectif des 8 milliards, il va être très très vite atteint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre modèle économique a été conçu en 1945 pour 2,5 milliards, non, pas 2,5 milliards, 600 millions d'Occidentaux, à peine. Il ne marche pas à 7 milliards d'humains. Et il marchera encore moins à 8 milliards d'humains. Et évidemment, quand on est en train de 8 milliards, ça ne s'arrêtera pas là, on va continuer 9, 10, 11 milliards. Et donc, par conséquent, la nécessité de changement de modèle, elle est inscrite dans cette évolution démographique. Et dans la conséquence qu'a cette évolution démographique, c'est un modèle économique qui vous conduit à un dérèglement climatique. Alors, quand la petite Greta dit ça, on sent qu'elle est angoissée. Quand nos jeunes nous disent ça, on a l'impression effectivement qu'ils sont extrêmement angoissés en disant « mais je ne vois pas le changement de modèle arriver ». Et là, évidemment, malheureusement, ils ne sont pas assez présents ce soir, mais on va leur relayer l'information qui est capitale, c'est leur dire « mais le modèle est en train de changer ». Le modèle est en train de changer, et au fond, ce que l'on est en train d'évoquer quand on parle du changement numérique, quand on parle du changement digital,
c'est bien le changement de modèle que tout le monde attend. Mais quand on dit changement de modèle, c'est-à-dire un changement à très très grande échelle. Ici, quand on a parlé au départ pour l'organisation de cette conférence, on a dit on va parler d'une rupture technologique, d'une révolution. Depuis 3 ans à Davos, le grand sommet international, on ne va pas dire pas totalement économique et politique du début de l'année, on n'arrête pas de parler de la 4e révolution industrielle. Je me suis rendu compte, peut-être le terme n'était pas très bien choisi, parce que souvent les gens disent « Ah bon, industriel ?» Non, ce n'est pas industriel, mais c'est pour comparer aux 2 plus grandes ruptures technologiques qui ont fait notre modèle de notre époque, c'est-à-dire le moteur à vapeur, grosso modo, la fin du XVIIIe siècle, puis tout le XIXe siècle. On est d'accord, hein, ça vous commence avec 98% des gens qui vivaient à la campagne, et ça finit aujourd'hui 98% des gens qui vivent à la ville. C'est l'économie qui était agricole, c'est maintenant l'économie qui est devenue industrielle. C'est ça, hein, une rupture technologique, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que ça bouleverse complètement la représentation du monde. Et la 2e révolution industrielle, c'est fin du 19e, début du 20e siècle, le moteur à pétrole et l'électricité. Donc là, on est en train de parler des ruptures technologiques incroyables qui ont bouleversé complètement la vie des humains. Eh bien, ce que l'on est en train de dire quand on parle du numérique, quand on parle du digital, qui est en fait une marche dans le bouleversement qui commence, on parle d'une rupture technologique considérée comme la plus importante de tous les temps. C'est-à-dire, on est bien d'accord, hein, quand je vous ai parlé du moteur à vapeur, de l'électricité ou du moteur à pétrole, c'est du pipi de chat à côté de ce qui commence aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes en train de regarder le début de transformation de l'économie, donc de la société mondiale, d'une ampleur encore plus forte que ce qui a fait qu'au début du 19e siècle, on vivait tous à la campagne, et aujourd'hui, au 21e siècle, on vit tous à la ville. C'est cette ampleur-là. Et donc, évidemment, quand on est en train de dire ça, c'est important quand même. Hein, vous voyez, comme toile de fond. Après, on dit concrètement, ça veut dire quoi ? Et concrètement, je sens bien que je fais un peu un bide en vous disant. Parce que vous êtes très poli, vous êtes très accueillant, très gentil, mais honnêtement, vous m'avez écouté là gentiment en disant « Ah oui, oui, c'est bien, c'est une rupture technologique, ah oui, c'est si important que ça ». Ça vous fait ni chaud ni froid, quoi, grosso modo. Je vous dis, c'est la 4e révolution industrielle qui commence, j'ai 0 réaction dans la salle. Pourtant, vous êtes au cœur du truc, hein. Donc, même à la limite, vous commencez à rigoler en disant « Qu'est-ce qu'il prend là ?» Mais oui, la 4e révolution, on nous le dit tout le temps. Non, vous ne comprenez pas ce que je vous raconte, parce qu'effectivement, vous n'avez pas vécu les autres. Vous auriez vécu avant l'électricité, après, vous seriez en train de dire, non, vous n'êtes pas en train de nous dire que c'est plus important que ça, parce que là, ça, c'était dingue. Je suis en train de vous dire que c'est plus important que ça. C'est-à-dire, logiquement, vous devez vous mettre à hurler. Non. Oui, honnêtement, c'est mou. Je sens que vous êtes très poli, hein, vraiment très, très poli. Je sens que vous faites un effort, mais non, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas parce que c'est normal. Vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à imaginer ce que je suis en train de vous dire. C'est tout le problème quand on vient sur ces stands ici. C'est que dans les entreprises, la plupart du temps, on ne comprend pas ce qui réellement est en train de se passer. C'est-à-dire, on vous explique quoi, on vous fait une présentation, machin, vous dites « Ah oui, c'est intéressant, ah oui, c'est incroyable, ah oui, ça ouvre des horizons nouveaux. » Mais fondamentalement, c'est au-delà de ce que je peux imaginer. Vous voyez, le gars qui n'a pas connu l'électricité, il ne peut pas imaginer ce que c'est un réfrigérateur, évidemment. Il n'a aucune idée. Vous allez dire, mais c'est dingue, hein, mais quand même, ça vous change la vie si vous n'avez plus de réfrigérateur. D'ailleurs, vous allez qu'à voir, je sais pas, au Venezuela en ce moment, les pauvres, ils n'ont plus d'électricité. Ils voient tout d'un coup ce que c'est être sans électricité. Vous voyez, d'ailleurs, dans le sens inverse, on n'arrive plus à imaginer comment c'était avant. Ça vous change tellement, tellement le mode de fonctionnement que c'est au-delà de votre capacité de représentation. Dans l'entreprise, on doit bien avoir conscience de ça. Quand on est en train de parler de ces ruptures-là, ça dépasse tout ce que vous avez vécu jusque-là. L'énorme erreur, c'est de dire « Ah oui, c'est un peu comme quand on a eu l'informatique dans les années 70, c'est ça ?» Non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que ça. Ah bon, beaucoup. Alors c'est Internet, alors c'est comme quand on a eu Internet. Mais non. C'est un truc qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça. C'est quelque chose qui va te déstabiliser complètement, qui va complètement bouleverser tous les repères que tu avais pu avoir jusque-là. C'est ça qui est en train de commencer. Alors, vous vous souvenez bien par quoi j'ai commencé? C'est en disant, il n'y a pas le choix et ça tombe très bien.
C'est-à-dire Greta qui est en train de dire vous devez changer de modèle, on est en train de lui dire tu sais, il y a un changement incroyable qui a commencé, tellement incroyable que toi-même tu n'arrives pas à te le représenter. Alors évidemment on peut dire c'est le hasard, on peut dire c'est la providence, on peut dire c'est le doigt de Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même absolument génial de voir que l'humanité est en train de changer de modèle au moment exactement où elle en a besoin. On va peut-être y revenir tout à l'heure en disant, mais vous êtes sûr que ça correspond au problème? C'est-à-dire que ça va vraiment permettre de résoudre la question du dérèglement climatique? 3 petits points, je vous dis tout de suite, oui. Oui, 1000 fois oui. Dans vos boîtes, quand vous êtes en train de travailler là-dessus, vous êtes en train de travailler sur les réponses que nous avons apportées au dérèglement climatique, au changement de modèle économique. Donc c'est incroyable, c'est extraordinairement enthousiasmant, et bien entendu, ça veut dire aussi que, grosso modo, on n'a pas le choix. Alors peut-être quand on évoque les révolutions industrielles, ce qui est intéressant, c'est de prendre ces exemples historiques pour regarder ce qu'on est en train de vivre et les problèmes que ça pose. Donc ce que je vous disais tout de suite, c'est que, grosso modo, on peut vous parler tout ce qu'on veut, on peut vous faire tous les salons, en fait, tant que vous n'êtes pas dedans, vous ne représentez pas ce que ça veut dire. Donc là, vous devez vous dire, il y a un truc qui me dépasse, donc en fait, il faut que je sois prêt à être surpris, que je sois prêt à être complètement bouleversé. Je vais devoir quitter ma zone de confort. Ce qui a fait ma réussite jusque-là, ce que je connaissais, mon univers jusqu'à maintenant, c'est fini. Donc il faut que j'y sois prêt systématiquement dans toutes les activités, dans toutes les entreprises. Je dois me dire, ça va être mon tour comme les autres. L'exemple évidemment qu'on prend en France, c'est cette espèce de symbole que tout le monde a, l'ubérisation. Ubérisation, quand je vous dis Uber, évidemment, vous ne pensez plus à Uber avec un H, on est d'accord. Vous voyez tout de suite les taxis. Les taxis, vous vous rendez compte, c'est-à-dire les taxis, c'était bien les derniers, quand on était en train de dire, on va vers une rupture digitale, le gars qui est en train de conduire les passagers dans sa voiture, il dit oui, c'est intéressant, mais enfin ça ne me concerne pas. Je veux dire, vous voyez, digital, pas digital, il faudra toujours amener quelqu'un dans la voiture à un point A, à un point B. Il est devenu le symbole du changement économique qui commence exactement à l'endroit qu'on n'attendait pas. Si on avait dit à quel endroit vous allez avoir la société la plus tech possible, vous n'imaginiez pas que c'était Uber. Bon, au passage, on voit d'ailleurs que ce n'est pas que forcément du bénéfice, que ce n'est pas forcément pérenne. Uber est déjà en train de dire, en fait, le truc des transports, c'est fini. Je me projette sur autre chose. C'est-à-dire, on est effectivement sur quelque chose de complètement représentatif de ce qui se passe dans la rupture. C'est à l'endroit où on n'attend pas, c'est des activités normales, anciennes qui sont touchées. Quand on dit les gens qui viennent ici au Forum du Digital, vous avez plein de gens de la tech alors qui se parlent entre eux, qui se disent « Ah oui, mais toi tu travailles sur quoi? Ah oui, mais toi c'est dans quel type de problème ?» du point de vue digital. Mais vous devez avoir au maximum des gens, des activités normales. C'est-à-dire le gars qui est taxi, le gars qui est boulanger, le gars qui fabrique des lits, le gars qui fabrique des voitures, qui dit « Je suis concerné ». En fait, jusque-là, on a commencé à travailler sur les outils. Maintenant, on est en train de travailler sur la manière dont ces outils se propagent à l'intérieur de toute l'activité économique. Auprès du président de la République, par exemple, français, il y a quelque temps, on nous faisait passer le message en disant « C'est terrible, j'ai créé une chaire à la Sorbonne sur le financement de cet investissement, de cette rupture technologique dans l'agriculture française et dans tout ce qui concerne l'agroalimentaire. » Et donc, j'avais des jeunes conseillers du président qui me disaient « Oh là là, quand même, c'est dommage d'être sur l'agriculture. Pourquoi vous n'êtes pas sur la tech ?» J'ai dit « Mais vous n'avez pas bien compris. Je suis sur la tech. » « Mais non, vous êtes sur l'agriculture. » « Mais si, je suis sur la tech qui s'applique à l'agriculture. » Il va falloir vous y intéresser parce que c'est ça qui va être important. C'est le moment où elle s'applique partout, la tech. Il faut la regarder. Ce n'est pas simplement quand elle est en train de travailler à l'intérieur de ses propres outils en disant « Qu'est-ce qu'on va proposer au monde ?» C'est une fois qu'elle commence à se propager qu'alors là, effectivement, la révolution, la rupture commence réellement. Nous sommes maintenant au moment où, j'espère ici, il m'a semblé quand même en rencontrant des gens sur le forum, on a de plus en plus de gens qui viennent en disant « En quoi ça peut me concerner moi ?» J'ai une activité qui n'est pas dans le digital, mais je commence à voir le digital, je commence à voir la rupture qui arrive peut-être chez mes concurrents, peut-être chez mes clients. Et je suis en train de me dire « Ah oui, mais au fait, dis donc, est-ce que moi, j'ai commencé à me préparer à ce virage ?» Je crois vraiment, vous voyez, que dans l'idée de la rupture, il y a cette idée de mentalité que l'on doit avoir. Souvent, on dit,
la tech, c'est pour les jeunes. Non, non, c'est pas pour les jeunes. C'est pour la mentalité jeune. Vous avez des jeunes qui sont très vieux tout de suite. Vous avez des vieux qui restent jeunes très longtemps. Le vieux, c'est qui? C'est quelqu'un qui est dans le confort, qui bouge plus, qui dit voilà, moi j'ai une expérience, je m'assois dessus. Et toi, petit jeune, il va falloir que tu fasses comme moi, que tu apprennes. Vous voyez, quand nous, on avait 20 ans, c'est ce qu'on nous disait. On nous disait, bah écoute, tu vas commencer comme j'ai commencé moi il y a longtemps, et puis peut-être dans 25, 30 ans, 40 ans, tu auras la chance d'être à ma place. Aujourd'hui, les jeunes, ils disent, non, non, mais là, ça ne marche plus comme ça, on est en rupture. C'est-à-dire peut-être que là, ce que vous avez vécu comme expérience a été intéressant pour vous, mais il faut vous dire ça, on oublie. Il faut que vous disiez maintenant, il va falloir peut-être qu'on réapprenne complètement quelque chose de complètement différent. Et on peut effectivement rester jeune longtemps. On peut avoir la mentalité du jeune chef d'entreprise qui crée sa boîte, même quand sa boîte est très âgée et que la personne elle-même est très âgée. C'est-à-dire quand elle est prête à dire « je vais remettre en cause mon modèle ». Je vais sans arrêt me dire que mon modèle, ma chaîne de valeur, elle va changer comme partout dans l'économie. C'est aujourd'hui ce que nous connaissons. Deuxième caractéristique quand on est dans une révolution industrielle, c'est le fait qu'on a une certaine incrédulité, ou en tout cas, on a tendance à minimiser la chose. On en minimise l'importance, on en minimise le mouvement. On a toujours tendance à dire, oui d'accord, mais ce que vous racontez c'est intéressant, mais ça prendra des années. Ça c'est toujours ce que les gens vous disent. Ça prendra des années. Oui d'accord, mais peut-être quand même que là vous exagérez un tout petit peu l'importance. Quand vous êtes dans une rupture technologique, on se trompe toujours dans le même sens, en minimisant. En pensant que ça va être plus long que ça ne sera réellement, en pensant que ça aura moins d'intensité. Non, non, d'accord, c'est intéressant les chemins de fer, mais franchement, avant qu'en France vous ayez des rails partout, il va se passer des siècles. C'est ça, grosso modo, 20 ans avant que véritablement le chemin de fer supplante les diligences. Oui, non, mais d'accord, l'automobile, c'est super, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des stations-service. Non, mais ça prendra 2 siècles, 20 ans avant. Aujourd'hui, quand on parle souvent sur le digital, on va avoir cette approche-là. En disant, non, mais d'accord, je comprends qu'il y aura des changements d'outils, mais vous savez, mes clients, vous savez, mes fournisseurs, vous savez, les gens qui sont avec moi, ça va prendre beaucoup de temps. Et en général, 6 mois après, vous vous rendez compte que la personne qui pensait que ça allait prendre beaucoup de temps, effectivement, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'elle a disparu. Enfin, ou que son entreprise, son organisation a disparu. Tous ceux qui s'imaginent qu'ils ont le temps, ce sont les premières victimes du changement. Enfin, juste quand même, vous voyez, on sourit, on est un peu là dans l'abstraction. Je vous raconte un truc en ce moment. Vous savez, on a entendu, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet L, Libra, Calibra, la nouvelle monnaie virtuelle, la nouvelle monnaie considérée comme crypto de Facebook. Le truc est sorti au mois de juin, juillet, on a commencé à en parler. Dans les actualités, on en parle très peu. On n'a même pas fait encore beaucoup d'émissions à la télévision, même dans les émissions auxquelles je participe. Et pourtant, c'est un truc absolument gigantesque. C'est la panique à tous les étages depuis quelques jours, quelques semaines, notamment en Europe, notamment au Japon, notamment en Asie, parce qu'on est en train de dire, mais en fait, on n'avait pas compris que c'était cette ampleur-là. Et surtout, on est en train de découvrir la vitesse à laquelle ça peut se propager. Et là, tout le monde est en train de dire, mais vous vous rendez compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de monnaie, ça veut dire que les banques centrales vont plus pouvoir agir, ça veut dire qu'il faut qu'on se dépêche, parce que le gars qui fait le projet, il a mis des moyens tellement extraordinaires derrière, il a des partenaires tellement importants, que maintenant, c'est une affaire de quelques semaines. Tous ceux qui, au mois de mai-juin, vous expliquez, ouais, non mais bien sûr, blockchain, crypto-monnaie, ça prendra des années, non mais peut-être que ça arrivera, 3 mois après, ils sont paniqués. Et là, je ne vous parle pas de gens qui seraient un tout petit peu en dehors des choses importantes de l'économie. Je vous parle des gens aux plus hautes responsabilités des États occidentaux et des États européens. Je vous parle des gens en ce moment qui sont en charge des affaires. Ils sont en train de dire, mais on ne m'avait pas bien expliqué ce qui est en train de se passer. Nous sommes typiquement dans cette rupture technologique qui prend tout le monde de vitesse à partir du moment où vous vous dites que vous avez le temps. À partir du moment où vous vous dites, je suis tranquille.
Troisième caractéristique dans les révolutions industrielles, c'est la grande phrase qu'on entend partout, ça fait peur. Une fois que vous êtes convaincu, vous dites oui, non, mais ça va aller vite et ça va me toucher forcément. Immédiatement après, vous dites ah oui, mais franchement, ce que vous me racontez là, ça fait peur. Ah oui, mais franchement, ce que vous me racontez là, ça aurait plutôt tendance à me faire fuir. Peut-être que j'aurais pas le choix, mais franchement, c'est épouvantable. Alors la caractéristique des révolutions industrielles, des grandes ruptures technologiques, surtout quand l'humanité en a besoin, ce qui est notre cas aujourd'hui, c'est-à-dire on n'a pas le choix, c'est qu'en réalité, ça se passe sans réellement faire mal. Je crois que vraiment, il faut vraiment inscrire ça, cette idée, notamment dans les entreprises, quand vous êtes en train de venir au forum, en train de dire est-ce que ça me concerne, pas, ou comment je vais faire, comment j'envisage la chose. Je veux dire, vous devez être prêt, vous devez dire que ça va venir très vite, mais vous devez vous dire surtout que ça vient en douceur. Une rupture technologique, c'est en réalité l'humain qui s'adapte à toute vitesse. Et contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qu'on redoute, l'humain s'adapte super vite. On va prendre l'exemple du démarrage du digital, ça a 10 ans, c'est-à-dire il y a une éternité, c'est quand apparaissent les premiers smartphones. Souvent, les gens me disent, non, il n'y a pas 10 ans, ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai un smartphone. Non, vous aviez un téléphone portable, le vrai smartphone qui a pris cette place incroyable dans vos vies. C'est-à-dire, vous essayez juste de ne pas le recharger une nuit et vous êtes perdu. Enfin, c'est la panique absolue. Vous n'avez plus de compte bancaire, vous n'avez plus de billets de train, vous avez plus de lien avec vos enfants, vos parents, etc. Enfin, immédiatement, vous dites, c'est une catastrophe totale. Il y a 10 ans, effectivement, il ne tenait pas cette place, il n'existait pas. Il y a 10 ans, juste pour prendre cet exemple, en moyenne, toutes les personnes dans cette salle connaissaient 60 numéros de téléphone par cœur, en moyenne. Alors aujourd'hui, vos enfants, quand vous leur racontez ça, enfin je dis les petits-enfants, mais même les enfants plus âgés, ils ont du mal à comprendre, quoi. Mais pourquoi tu connaissais des numéros de téléphone par cœur? Alors là, vous leur dites, bah, tu vois, parce que tu étais, par exemple, dans la rue, tu étais dans une cabine téléphonique. Alors là, votre gamin vous dit, une quoi? Oui, c'était enfin une toute petite pièce où le téléphone était attaché. Alors là, évidemment, vos gamins sont morts de rire. Une petite pièce avec un téléphone attaché, c'est quoi ça? Oui, c'était il y a 10 ans, juste il y a 10 ans. Bah là, et si je connaissais pas le numéro de téléphone par cœur, je pouvais appeler personne. Et puis vous vous rendez compte, c'est même plus la peine d'expliquer ça aux jeunes générations. Ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. C'est comme ça qu'on fonctionnait il y a 10 ans. Quel jour, depuis 10 ans, là, dans les 10 ans qui viennent de passer, vous avez oublié les 60 numéros? Parce que vous ne les connaissez plus. Enfin, j'espère pour vous, vous en connaissez un ou deux. Conjoint notamment, hein, c'est pas idiot quand même, parce que dire je connais pas ton numéro, c'est normal, c'est la révolution technologique. Là, c'est pas sûr que ça marche. Hein, mais donc, à quel moment votre cerveau a zappé ça? Vous ne savez plus. Il y a un moment où vous avez oublié les numéros de téléphone. Il y a un moment, d'ailleurs, pareil, vous voyez, où vous avez arrêté d'aller chercher en bas, quand il arrive à la poste, le bottin téléphonique. Là aussi, hein, vos gamins qui verraient ça. Vous savez qu'on vient d'arrêter d'imprimer le bottin l'année dernière. C'est incroyable. Hein. En fait, ça fait beaucoup plus longtemps que vous ne savez même pas où vous pouvez trouver un bottin. Ça fait très longtemps que les jeunes gens ne savent même plus ce que ça veut dire quand ils regardent le truc aujourd'hui, qu'ils ouvrent en disant « mais c'est quoi tous ces numéros ?» Oui, à l'époque, non, enfin bon, laisse tomber. Non, effectivement, laisse tomber parce que tu ne peux plus comprendre. C'était une autre époque. C'est l'époque où il y avait encore des machines à vapeur avant l'électricité, quoi. Voilà, c'était un truc très, très lointain. C'est comme ça que ça se passe, une rupture technologique. À un moment donné, vous avez changé, vous vous en rendez pas compte. Et tout le monde a changé autour de vous. Et on se dit, mais c'est fou, ça s'est passé comment? Ça s'est passé quand? La rupture technologique dans les entreprises, elle se passe comme ça. Ça veut dire que plus vous êtes arc-bouté sur les mécanismes d'avant, plus souvent, en fait, vous ne vous rendez pas compte que votre personnel, votre collaborateur, les gens autour de vous, ça y est, ils ont muté. Ils sont en train d'attendre un truc différent. Et vous, si vous êtes vraiment en train de dire « Ah non, non, mais c'est très, très important qu'on ait toujours un lien papier, qu'on présente le catalogue. » Mais en fait, autour, non, ça y est, c'est fini, ils n'en ont plus besoin. Là, bien sûr, l'erreur que vous allez faire, vous risquez de vous être focalisé sur un outil et d'avoir oublié ce que vous faites. Vous voyez, si on prend l'exemple d'erreur absolue, c'est la boîte qui aurait dû devenir Amazon. Je vous rappelle quand même, Amazon aujourd'hui vaut à peu près 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, hein, quand même. Hein, c'est-à-dire, c'est typiquement les entreprises de la nouvelle génération. Je rappelle, Airbus, il faut tout mouiller, 70 milliards de dollars. 1000 milliards, 70 milliards, hein, quand même. Hein, donc on voit Airbus. Boeing, mettons 90 milliards. Non, 90 milliards, 1000 milliards. Donc on est d'accord, hein, on n'est plus sur la même échelle. Là, c'est les entreprises vraiment devant. Vous avez une boîte qui aurait dû devenir Amazon qui s'appelle La Redoute. Ah oui, évidemment, les jeunes générations disent La quoi? Donc, La Redoute, vous savez, le catalogue par correspondante. C'est les gens qui se sont trompés dans la Révolution.
Ils ont cru que le cœur de leur métier, c'était éditer un catalogue. Alors que le cœur de leur métier, c'était la vente par correspondance. Et donc ils ont dit, ah oui, mais c'est terrible, si on ne peut plus émettre de catalogue, on est mort. Et Amazon, à côté, disait, mais la vente à distance, c'est génial, c'est exactement ça l'avenir. Vous pesez 1000 milliards de dollars quand vous avez dit, c'est la vente à distance l'avenir et que vous avez zappé le catalogue. Vous avez disparu, vous avez fait faillite si vous avez pensé que le cœur de votre métier, c'était émettre un catalogue tous les ans. Donc là, vous voyez, quand vous êtes en train d'avoir peur et quand vous êtes en train de ne pas bien représenter la mutation, vous risquez de ne pas vous rendre compte à quel moment tout le monde est en train de changer autour de vous. À quel moment, en réalité, le modèle est en train de se bouleverser tranquillement, mais en même temps peut-être très très vite, mais évidemment en n'attendant pas nécessairement ceux qui sont arc-boutés sur le truc d'avant. Alors vous voyez, quand je dis sur la question de la peur, ça va avec le problématique de l'emploi. Parce qu'évidemment aussi, c'est ce qu'on a derrière en disant oh, « mais une rupture, il va y avoir beaucoup de gens sur le bord de la route ». Sans arrêt, on nous dit ça. Mais vous vous rendez compte le chômage que ça va faire? Et là, on est en train de dire, écoutez, alors on va vous raconter un truc, c'est que la rupture, elle a commencé, elle s'accélère. Et vous allez dire, c'est une coïncidence, hein, sans doute. On n'a jamais eu aussi peu de chômage en Occident, dans le monde, depuis pratiquement 60 ans. Non, c'est le hasard, sans doute, vous allez dire, quand même. C'est bizarre, hein. Plus on avance dans la technologie, plus on a le chômage qui se réduit. Ça s'est passé exactement comme ça, avec la trouille, et le même constat dans les révolutions industrielles précédentes. Au milieu du 19e siècle, quand la révolution numéro 1 est en train d'accélérer, pareil, au début, on avait dit, vous vous rendez compte, hein, le changement avec la machine à vapeur, il n'y aura plus de boulot pour les gens. Comment on va employer les gens quand tu vas avoir un tracteur, alors qu'avant, il fallait au moins 10 hommes pour charruer un champ avec des bœufs devant ou éventuellement des chevaux. Comment on va faire pour trouver du boulot aux gens? Au milieu du 19e siècle, on dit, oh là là, chef, il y a un problème exactement inverse. On n'a plus personne dans les campagnes. Tellement les nouvelles technologies de l'époque sont en train de créer des emplois nouveaux qu'on n'avait absolument pas prévus, qu'on n'avait absolument pas anticipés un peu partout. Elles sont en train de pomper les activités anciennes. On n'a pas assez de gens. À ce point d'ailleurs qu'à l'époque, on avait pensé à un problème, vous voyez, qu'on a encore aujourd'hui, en disant, il faut peut-être qu'on mette un revenu minimum aux agriculteurs. Parce qu'on gagne beaucoup plus dans les usines que dans les campagnes, donc on est en train de vider complètement les campagnes et ça va finir par être un problème parce qu'on a quand même besoin de nourrir les gens avec des paysans. C'était au 19e siècle, il y a très longtemps. Mais si vous regardez par rapport à aujourd'hui, c'est quand même très très frappant. C'est-à-dire vous avez exactement la même anxiété partout en vous disant c'est terrible, on ne sait pas comment on va être employé demain. Et en même temps, l'idée qu'en réalité, l'un des problèmes majeurs va être de dire oui mais attention, il va peut-être falloir équilibrer en réalité les emplois entre les secteurs. Des opportunités incroyables, des perspectives extraordinaires. Alors là, vous allez me dire, oui, mais quel emploi vous parlez? Et là, je suis en train de vous dire, vous n'imaginez pas. Je reviens au truc de tout à l'heure. On n'arrive pas à se projeter. Vous n'arrivez pas à se projeter comme moi, j'arriverai pas. Et ne me demandez pas d'imaginer quelque chose qui est inimaginable. Ça avance à toute vitesse. La seule chose qu'on constate, c'est que oui, ça crée de l'emploi à toute vitesse. Et que ça en détruit d'un côté, mais ça en crée beaucoup plus de l'autre. Que tous les endroits où vous avez l'accélération des technologies sont tous des endroits où il n'y a plus un brin de chômage. Où le problème majeur dans toutes ces régions, c'est de trouver des compétences. D'ailleurs, ce qui est intéressant, hein, c'est de voir ici, j'ai vu des présentations où en fait, on commence maintenant à utiliser le numérique pour trouver les compétences qu'on ne trouve plus. En disant, mais je ne trouve plus personne, vous vous rendez pas compte, j'avais peur du chômage, mais en fait, les nouveaux outils vont sans doute te permettre de trouver des compétences. C'est compliqué, hein. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué qu'en fait, les compétences que vous trouvez, c'est celles du voisin. Vous allez lui piquer les gens parce que, effectivement, vous n'en trouvez pas directement. Nous en sommes aujourd'hui dans cette situation. Donc ça veut dire, vous voyez, que tous les a priori, toutes les visions que l'on peut avoir sont pratiquement toutes erronées. Et c'est normal dans les révolutions, dans les ruptures technologiques, c'est toujours comme ça. Alors peut-être maintenant, concentre-nous, parce qu'évidemment vous avez constaté que je suis très très bavard et que je pourrais parler très très longtemps par rapport à tout cela, concentre-nous sur les caractéristiques profondes de cette rupture technologique. On a dit digital. Digital en fait, c'est comme l'intelligence artificielle, c'est comme blockchain que j'évoquais tout à l'heure qui était à la base de Libra, ça procède toujours du même cœur technologique. Le même cœur technologique, c'est quoi? C'est une énorme avancée scientifique du point de vue contemporain qui s'appelle l'algorithme.
C'est une avancée mathématique. La base de la rupture technologique que nous connaissons, c'est une rupture autour des mathématiques. C'est très important de dire ça parce qu'en fait, la rupture algorithmique, c'est celle qui va fonder toute notre société à venir. C'est elle qui est à la base de votre téléphone portable, c'est elle qui est à la base de l'intelligence artificielle, c'est elle qui est à la base de toute la nouvelle façon de penser les choses demain. On est d'accord, hein, l'intelligence artificielle, ça va vouloir dire gagner plein de temps, gagner plein de capacités de cerveau qui étaient utilisées dans l'ancien modèle et dont on se dit maintenant qu'on va pouvoir se débarrasser. Alors, cet élément algorithmique, ça, on va dire, sa grande approche, c'est quoi? Dans les mathématiques, c'est ça. C'est au lieu de remonter, vous voyez, de travailler sur des espèces de masses de données qu'on agglomérerait, c'est les regarder à plat. C'est l'approche qu'on appelle nodale. Alors vous allez dire en mathématiques, je ne comprends pas trop. Oui, non, mais sauf que ce n'est pas le hasard. Si ça, on le retrouve partout. Cette approche nodale, on la retrouve dans le fonctionnement de l'économie qui arrive partout. C'est-à-dire, plus rassembler les gens pour consommer, par exemple. L'hypermarché, c'est fini. Amazon, je rappelle, ils font quoi? Ils disent, tu rassembles pas les gens pour vendre, tu vas leur apporter le produit où ils sont. L'approche nodale, ça veut dire effectivement qu'on réfléchit à plat. Ça veut dire que la logique de la révolution industrielle précédente, qui est une des causes du dérèglement climatique, qui était la concentration, concentrer les gens dans des villes de plus en plus grandes, on les concentrait dans des unités de production de plus en plus importantes, tout ça, c'est exactement l'inverse qu'on va faire. Ça tombe bien, hein, pour le dérèglement climatique, c'est exactement ça qu'il faut faire. Sauf vraiment, vous voyez concrètement, on raisonne de plus en plus maintenant à plat. On raisonne avec des approches nodales. On est en train de dire le mode de fonctionnement de la distribution, donc circuit court, vous voyez tous ces aspects-là, hein, les approches dans lesquelles on va avoir justement ces idées de rapprochement du producteur et du consommateur, c'est de dire, oui, ça y est, on raisonne à plat. Mais on va même plus loin. On dit l'entreprise doit commencer à être organisée à plat. La société doit être à plat. Regardez bien, du point de vue politique, tout ce que je vous raconte. Vous allez dire, mais en fait, c'est dingue, effectivement, ça se voit partout. Alors nous, en France, on a juste un petit problème en ce moment, c'est que quand même, on est une société, nous, qui est très, très pyramidale. La France, très pyramidale. Et du coup, on a un tout petit peu de mal à dire, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Je ne sais pas si vous avez noté, notre grand espoir en termes de stratégie et de croissance pour les 30 années qui viennent, c'est le Grand Paris. Vous savez bien, hein, tout le monde vous dit ça, hein, on va faire le Grand Paris. Alors évidemment, Madame la vice-présidente a dû partir à Cannes, mais elle va vous dire, non, mais vous inquiétez pas, on pense au Grand Marseille et au Grand Toulon. Hein. Oui, tout typiquement, oui, on va faire des grosses pyramides, des plus petites pyramides juste à côté en France. Ah non, non, là, ça ne marche pas du tout. Hein. C'est pas ça l'avenir. Ce qu'on voit déjà, qui est une réponse au dérèglement climatique, c'est l'aplatissement. C'est-à-dire, non, quand on te dit l'avenir est dans les territoires, c'est pas en recréant des petits Paris à côté d'un Grand Paris. C'est dans un mode de fonctionnement complètement différent qui va être un mode de fonctionnement à plat. Qui veut dire l'avenir est dans les territoires. Parce qu'avant, on disait il faut monter à la capitale, mais ça c'était quand on était dans le modèle d'avant. Maintenant, il n'y a plus aucune raison de le faire. Pourquoi tu vas dans la capitale? Avant, tu allais produire là-bas. Maintenant, on produit partout. On est dans l'approche modale. Non, mais parce que là-bas, il se passait les choses. Non, mais maintenant, elles se passent partout. Non, mais parce que j'avais pas l'information. Non, maintenant, l'information te descend. Mais parce que quand je veux consommer... Non, on te l'amène. Tu as une objection maintenant? T'aimes pas la Méditerranée? T'aimes pas être dans un village un peu plus petit que les villes gigantesques dans lesquelles on a essayé de monter le XXe siècle? Ah oui, non, si, j'aime beaucoup. Eh ben voilà, t'as compris. Maintenant, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Alors vous voyez, évidemment, quand je dis du point de vue français, ça veut dire que peut-être la grande idée de construire des métros géants en dessous de Paris, c'est pas forcément adéquat avec ce qu'on est en train de raconter. Ça ressemble plus, là, pour le coup, au XIXe siècle, à la révolution industrielle précédente. Ça veut dire que vous inquiétez pas si vous n'avez pas le TGV, parce que le TGV, il vous amène où? En revanche, inquiétez-vous si vous n'avez pas la 5G. Ça, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire, vous voyez, c'est beaucoup plus important de regarder l'équipement un peu partout en disant comment ça se fait quand même que j'ai des blancs, des nappes. Dans les entreprises, c'est un vrai souci. Quand on va dire, oui, mais mon entreprise à plat, c'est bien gentil, les gens vont être loin entre eux, oui, mais il faut qu'ils puissent communiquer. Figurez-vous que dans leur maison, il faut qu'ils sortent dans le jardin pour pouvoir téléphoner. Ah oui, là, vous avez raison. Ça, c'est un vrai souci. C'est un vrai problème. C'est pas un très gros investissement, juste on le fait pas. Alors, on va dire, bah oui, mais du coup, on va leur faire une belle route pour qu'ils puissent revenir
à l'endroit où est l'entreprise. Oui, mais non, mais justement, là, tu te trompes. C'est pas par la route qu'il faut commencer, c'est par le 5G. À la limite, c'est pas très grave que la route soit un peu chaotique ou qu'il n'y ait pas de bus ou qu'il n'y ait pas de train. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas de 5G. 3 petits points accessoirement, parce que là, on est aussi sur des éléments que vous avez eus. Est-ce que c'est bien sécurisé, nos 5G, au fait? Parce que là, on est effectivement très, très focalisé sur l'idée que, par exemple, un porte-avions doit surveiller les supertankers quand ils sont en train de passer le détroit d'Ormuz. En disant, physiquement, là, il faut faire attention. Que, éventuellement, si quelqu'un attaquait nos routes avec un drone, là, on va se défendre. En revanche, sur les réseaux d'information, alors là, vraiment rien. On se rend compte que c'est une vraie passoire et que vous pouvez avoir, mais de manière extrêmement simple, enfin un brave petit lycéen rentre au cœur du Pentagone. Vous imaginez un brave lycéen qui arriverait avec une petite bombe atomique sur un des grands porte-avions atomiques américains, ça serait un scandale incroyable. Sur les réseaux, non, pas encore. Parce que là, on est old school, quoi. Hein. On est dans l'ancien monde. On regarde comment ça se passait avant. Hein. Aujourd'hui, on a des vraies questions qui se passent autour de ça. Est-ce qu'on investit correctement là où est le monde de demain? Notre monde à plat, nodal, doit être aussi un monde dans lequel on doit se projeter dans les problèmes qui vont se poser. Et ici, dans le Forum du numérique, on vous en parlait. Vous aviez plein de structures qui étaient bien sur cette question de la cybersécurité, sur les questions que vont poser l'organisation beaucoup plus rationnelle, mais aussi beaucoup plus exigeante de demain. Oui, on a toutes ces questions-là qui se posent. Alors quand on dit à plat, donc je le répète, ça veut dire, les jeunes gens qui sont dans la salle, surtout ne pensez pas à partir ailleurs. Vous allez pouvoir regarder tout ce qui se passe ailleurs de chez vous. Honnêtement, ici, je ne sais pas où est-ce que vous pourrez trouver mieux que quand vous habitez dans le coin. Vous pouvez rester là et vous pouvez être en même temps ouvert complètement sur le reste du monde. C'est ça le boulot, ça va être ouvert sur le reste du monde à partir d'où vous êtes. Souvent, vous savez, alors nous, toujours français, on est en train de créer un immense campus à Saclay où on a plein d'étudiants très très brillants qui arrivent en disant « mais il n'y a personne chez vous, c'est pas du tout intéressant ». Oui, il y a un très joli village universitaire, mais moi, c'est pas ça que je suis venu chercher. Je suis venu chercher des penseurs, des gens, et là, ils sont pas dans le campus, ils sont ailleurs. Et donc ils disent « mais pourquoi vous me faites venir à un endroit où en réalité, il n'y a aucun intérêt ?» On dit bah, « parce que c'est comme ça qu'on faisait, on pensait qu'en rassemblant les gens, ça allait mieux marcher. » Non, non. Ça ne marche pas mieux, ils ont intérêt à être ailleurs, à être reliés aux penseurs qui peuvent être reliés à Saclay, et là, commencer à inventer le nouveau monde par rapport à cela. Alors, caractéristique suivante, si on continue dans la réflexion, c'est de dire que quand vous avez une rupture technologique, ça on l'a très bien constaté les 2 grandes fois, on va dire depuis 200 ans ou 150 ans qu'on les a vus, quand il y a une rupture technologique, le principe absolu, c'est que les gagnantes sont les petites structures. Enfin, alors même, je vais dire le principe à l'envers. Quand vous êtes en rupture technologique, les grandes structures meurent toutes. Il y a 0 exception. D'accord? Quand vous avez un changement climatique, les dinosaures sont morts. Quel est le principe d'une grande structure comme d'un dinosaure? C'est que c'est un énorme corps, donc il bouge très très lentement, et une toute petite tête, donc ça veut dire qu'il pense pas beaucoup par rapport au porc. Au corps, pardon. Donc, au porc aussi, mais enfin bon. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans l'entreprise aujourd'hui, on doit être absolument certain de ça. La rupture technologique qui commence signifie que les grands groupes sont morts. Alors évidemment, quand je vous dis ça, vous dites non mais il exagère, enfin ça doit être une image sans doute. Vous avez Jeff Bezos, sacré patron des patrons, toujours Amazon, la boîte la plus chère du monde. Vous avez Mark Zuckerberg, patron de Facebook et celui qui est en train de créer la monnaie. Tous les deux, ils nous ont dit la même chose. Nos boîtes vont mourir. Enfin, vous imaginez quoi, le patron de la SNCF, nouveau, qui va dire la SNCF va mourir. Là, il va faire la une du journal de 20h, il n'y a aucun doute. Le patron de la plus grande boîte du monde nous a dit Amazon va mourir. 3 petits points, pourquoi? Parce qu'Amazon est trop gros. Parce que quand vous êtes gros, vous n'arrivez plus à faire de la rupture. Le principe d'une grande boîte, comment on définit une grande boîte? C'est-à-dire si vous vous posez la question, mon entreprise, est-ce qu'elle est trop grande ou pas? C'est simple. C'est est-ce que vous avez un processus pour valider les ruptures? Si vous avez ça, vous êtes mort, vous êtes déjà trop gros. Le processus pour valider les ruptures, je ne sais pas si vous voyez, hein, le comité, machin, etc. Non, non, mais on est prêts, nous. Hein. D'ailleurs, on a mis en place toute une structure pour faire de la rupture. Là, c'est bon, vous êtes déjà mort. Hein. Puisque le principe d'une structure qui valide la rupture, ça va être surtout de l'écarter. Hein, de dire, ah oui, non, non, mais là, il y a trop de risques. Ah oui, non, mais on a bien étudié. Oui, stop, allez, arrête, c'est pas bon. Hein.
Le principe, quand vous êtes en rupture, c'est qu'on doit aller très très vite. Et que s'il s'agit de valider par un processus les ruptures, vous êtes mort. Alors, les grandes entreprises l'ont toutes comprises. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Elles essaient de se transformer en agrégats de petites entreprises. Elles disent, tous ceux qui ont une idée, c'est pas que on va les passer dans un comité. On leur dit, si vous voulez, vous sortez de la boîte et vous commencez à faire une petite structure à côté. Le spin-off, vous voyez? C'est-à-dire, on commence à faire des agrégats comme ça de plein de petites entités, avec évidemment, normalement, ce qui doit se produire, c'est qu'à la fin, au milieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un agrégat de petites entités. Là, c'est bon. Vous allez sans doute arriver à survivre. Si en revanche, vous gardez le gros noyau et que peu à peu, le gros noyau essaie de récupérer les petites structures, c'est mort. La grande structure disparaît toujours. Il n'y a que la petite qui sait arriver à faire de la rupture. Alors attention, pourquoi elle y arrive? Parce que quand elle est petite, elle peut supporter de disparaître. C'est-à-dire, soyons bien clairs, hein, quand vous allez dire c'est les petites entreprises qui doivent être l'avenir, et là, quand on était tout à l'heure avec la région, évidemment, c'est capital, en disant c'est dans les petites entreprises que vous avez l'espoir. Pourquoi? Parce que c'est elles qui vont se planter sans dommage. Ou plus exactement sans dommage, si, il y a un dommage pour celui qui se plante, mais ça ne va pas plus loin. L'intérêt de la petite structure, c'est qu'elle peut admettre de disparaître. Alors que dès que vous grandissez, c'est inadmissible pour tout le monde, y compris pour l'environnement politique. Qui dit, ah ben non, mais une entreprise pareille, vous vous rendez compte, le nombre d'emplois, elle ne peut pas disparaître. Ça y est, là vous êtes dans le truc terrifiant, parce que vous êtes en train de vous figer dans le modèle d'avant, vous empêchez d'aller vers le modèle d'après. C'est important en France, c'est important en Europe à redire ça. Nous sommes la région mondiale dans laquelle on avance le moins vite dans la rupture techno. Pourquoi on avance le moins vite dans la rupture techno? Parce qu'on est focalisé sur les ruptures d'avant. C'est-à-dire dès qu'il y a une entreprise d'avant qui risque de disparaître, alors là ça met la panique à tout le monde et on dit non, non, il faut la préserver. Oui, sauf que quand tu fais ça, t'empêches les autres d'arriver. Et oui, c'est le principe. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas être en même temps leader dans l'ancien monde et en même temps leader dans le nouveau monde. Il va falloir à un moment donné décider de basculer. Alors là, effectivement, quand on est en train de dire ça, ça veut dire que dans toutes les entreprises, on doit avoir cette logique-là. Alors si vous dites, mais je ne vais pas y arriver, je ne suis vraiment pas fait pour ça, vous avez une possibilité. C'est évoluer, c'est ce qu'a fait Zuckerberg en disant, vous savez, Zuckerberg disait par rapport à Facebook, j'ai pas inventé Instagram. C'est dingue, pourtant, c'était pas compliqué de voir à partir du moment où j'étais dans la communication, notamment des jeunes générations, pourquoi je pense pas que l'image, à partir du moment où on peut prendre une photo avec un téléphone, pourquoi l'image va pas devenir au cœur de l'échange. J'ai pas inventé WhatsApp. Il dit, mais j'ai les meilleures équipes de recherche du monde, ils sont infoutus de m'inventer WhatsApp. Mais il dit encore pire, j'ai pas inventé Snapchat. Pourquoi il dit c'est encore pire? Parce que les deux premiers, il les a rachetés. Il a dit, je ne sais pas inventer, tant pis, je rachète. Mais le troisième, non seulement il n'a pas inventé, mais il n'a même pas pensé qu'il fallait l'acheter. Et il dit, c'est comme ça que je vais crever, parce que là, une entreprise, effectivement, qui n'arrive plus à inventer, ben, elle se transforme en banque. Elle se transforme en fonds. Et le problème d'un fonds, quand il devient trop grand, gros Facebook, c'est qu'il n'arrive même plus à bien regarder là où il faut investir. C'est là où Zuckerberg est vraiment génial. C'est en train de dire, bon, ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais inventer la monnaie qui va permettre l'investissement. Là, c'est plus neutre. Du coup, je serai dans tous les deals, quoi, puisque je suis la monnaie. Ben oui, non, mais quand vous êtes en train de regarder, c'est exactement ça qu'il est en train de dire, en disant, j'arrive plus à inventer, j'arrive plus à acheter, donc je vais devenir l'argent. Et oui, effectivement, on n'y avait pas pensé. Bon, là, honnêtement, c'est pas donné à tout le monde, hein, quand même. Il faut quand même avoir une certaine taille. Donc, l'idée de transformer en argent, c'est pas encore pour toutes les entreprises. En revanche, cette idée est très, très importante de dire, si j'arrive plus à inventer, au minimum, je finance. Là, j'en arrive effectivement à l'une des problématiques majeures, 43 minutes, j'y suis bien. Donc, à l'une des problématiques majeures par rapport à cette rupture, c'est la question de l'investissement. La question de l'investissement, elle est capitale. Donc on est d'accord, si on résume bien ce qu'on est en train d'évoquer, quand vous êtes avec la rupture technologique dans ces nouvelles technologies, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes une petite boîte, vous allez être bien meilleur pour le faire. Si vous êtes une grande boîte, il faut vous séparer en plein de petites boîtes pour arriver à le faire. Ça veut dire que vous allez devoir investir beaucoup. Que plus vous allez investir parce que vous aurez raison, plus vous allez devenir grand. Et plus vous allez devenir grand, tant qu'on est en rupture, et c'est sans doute encore pour quelque temps, plus vous allez être en danger. C'est pas grave, c'est un cycle. C'est un cycle qui va vous permettre sans arrêt de vous renouveler. La grande question, c'est la question de l'investissement. C'est dire, je suis patron d'Amazon, je peux dire qu'Amazon va disparaître.
Pourquoi le patron d'Amazon Europe ne dit pas qu'il va disparaître? Parce qu'il n'y a pas d'Amazon en Europe. Et le vrai problème, c'est de dire pourquoi il n'y a pas d'Amazon en Europe. Eh bien parce qu'on n'a pas investi. C'est pas qu'on n'est pas fichu de l'inventer, c'est qu'on ne met pas notre argent là-dedans. C'est l'énorme problème européen, c'est l'énorme problème français, c'est l'énorme problème PACA. Oui, super, la région, donc formidable, ils font ce qu'ils peuvent parce qu'ils ont fait le même diagnostic. Ils disent on vous fait un fonds à 100 millions. Alors là, 100 millions, effectivement, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait les 100 patates, vous voyez, du film. 100 millions. Non, mais sauf que maintenant, quand vous êtes en train de regarder sur ces activités, vous vous souvenez, Amazon, 1000 milliards. Quand on dit tu commences à investir, c'est le milliard qui est intéressant. Tu vas mettre $1 milliard de dollars, oui, enfin d'euros, c'est pareil, quoi. Et là, évidemment, nous, Européens, on dit « Ah non, mais vous vous rendez compte, là, on se trompe d'échelle. » La France, il y a 4 000 milliards d'euros d'épargne. 4 000 milliards, vous entendez bien. Vous faites la France plus l'Allemagne, vous avez 10 000 milliards d'euros d'épargne. Quand vous êtes une boîte de la tech qui fonctionne bien, vous allez vous financer aux États-Unis. Parce qu'en Europe, vous ne pouvez pas lever 300, 500, 600 millions. Ce n'est pas possible. 25, 50, oui, super, tour numéro 1, tour numéro 2, 100 millions, formidable, on le monte dans les échos, tout va bien. 1 milliard, 2 milliards, non, c'est pas pour nous. Pourquoi? Il y a largement de quoi investir dans nos régions. Vous regardez PACA, si on faisait le tour de toutes les banques de PACA en regardant combien il y a d'argent sur les comptes bancaires à PACA. Il y a de quoi investir. Il y a juste que pour le moment, on n'y est pas. On n'a pas envie d'y aller. On dit, ah oui, non, mais d'accord, mais je préfère les assurances vie. Ça te rapporte combien, l'assurance vie? 0, mais c'est sûr. T'es sûr que c'est sûr? Non, pas complètement, mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas où aller. Quand on va dire, mais tu peux investir dans la tech, on va dire, oh là là, c'est super risqué. Eh bien oui, c'est risqué. Mais c'est peut-être aussi ce qui va te permettre de rebondir dans le nouveau monde. En France, on a été la Silicon Valley de la deuxième révolution industrielle. Donc la deuxième révolution industrielle, si je rappelle, c'est aux alentours de 1900-1914. Malheureusement, 14, effectivement, ça finit pas très bien. Pourquoi on est la Silicon Valley? Vous savez, un truc bizarre, hein, on est la Silicon Valley parce qu'on a perdu la guerre de 1870. On perd la guerre de 1870 et à l'époque, l'Allemagne nous pique l'Alsace et la Lorraine. Les écoliers d'autrefois s'en souviennent, les écoliers de maintenant, ils n'apprennent plus ça. Hein, donc l'Alsace et la Lorraine, c'est quoi? C'était les réserves de charbon et d'acier. On leur disait, les Allemands, ils se disaient, alors là, révolution industrielle numéro 2, ils sont cisaillés, les Français. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Français ont accéléré de manière incroyable la révolution industrielle et ils ont commencé à croire dans la révolution industrielle suivante. Pourquoi? Parce que l'argent est sorti. Entre 1870 et 1914, les Français ont commencé à investir massivement en disant, si on veut compenser ça, il va falloir qu'on se décide à investir dans une révolution. Et quand à l'époque vous achetez une boîte qui fabrique des voitures, c'est exactement aujourd'hui comme quand vous achetez une boîte qui fait de l'intelligence artificielle. Vous n'êtes absolument pas sûr que ça va marcher. Vous n'êtes absolument pas sûr que ça va avoir un développement incroyable. Et vous avez d'énormes chances que ça s'effondre. Mais si vous le faites, vous avez de grandes chances d'avoir créé le leader de demain. Le leader dans 50 ans. Là, quand on est en train de parler aujourd'hui d'un forum du numérique, d'un forum du digital pour les PME, vous êtes en train de parler de cette phase que nous connaissons en Europe. On fait quoi? On a raté les trains. Et là, peut-être, je termine juste avec, vous voyez, ce tout petit... j'allais utiliser un gros mot. Mais enfin, tout petit énervement. On a raté tous les trains. On a raté le début d'Internet, on a raté les grands groupes Internet. Beaucoup plus grave. On est en train de rater le cloud. L'architecture de cloud nous échappe complètement. Ça, c'est extrêmement grave. Parce que là, pour le coup, les datas, elles vont partir. Et vous pouvez mettre tous les impôts que vous voulez sur les GAFA. Si vous n'avez pas l'architecture du cloud, vous êtes mort. Or, le cloud, il est au cœur de tout ce qu'on est en train de raconter. Et là, ce qui est en train de se passer avec Libra, c'est qu'on est en train de rater l'architecture blockchain. On a les cerveaux, on a les capacités, on ne met juste pas d'argent là-dedans. On est tombé sur la tête. On est tombé sur la tête au lieu de se lamenter, au lieu de dire « Ah là là, mais c'est terrible, mais ça m'inquiète, est-ce qu'on va me piquer mes données, etc. » C'est de dire « Mais à quel moment tu vas te rendre compte que la révolution a commencé? À quel moment tu vas décider d'investir ?» Alors ici, dans une assemblée comme la vôtre, je crois que quand on est en train de dire « On fait quoi ?» c'est simple. C'est faire le tour des boîtes qui sont là. C'est faire le tour des gens qui sont dans cette salle en disant « Tu as besoin de combien ce serait quoi ton objectif ?» C'est pas aller regarder de l'autre côté de l'Europe ou de l'autre côté de la France. C'est dire, les belles boîtes, elles sont à côté de chez nous. Elles ont juste besoin qu'on investisse.
Elles ont juste besoin qu'on y croie. Et donc là, effectivement, c'est le grand défi de demain. Je ne dirais pas de demain, c'est de tout à l'heure. Dès que j'ai fini de parler, c'est-à-dire maintenant. Je vous remercie de votre attention.